Nous sommes de retour avec nos invités, lui Magloire Kemayo, journaliste et écrivain, Adam Madjoronou, journaliste, directeur de publication de Vision d'Afrique. On parlait du Congo-Brazzaville, lui Magloire Kemayo. Je vous pose la question, est-ce que vous pensez que cet appel sera entendu? Parce que c'est capital cette question. L'appel sera entendu. Après, quelle sera l'ampleur qui sera réservée? Est-ce que ce sera à l'image de l'appel du général de Gaulle depuis la BBC à Londres? Je n'en ai aucune idée. Mais ce qui est certain, c'est qu'il faut qu'aujourd'hui, l'opposition arrive à trouver les dénominateurs communs qui permettra à son action de prendre auprès de la population. Il a démultiplié les forces parce que l'une des faiblesses de nos partis politiques, c'est qu'ils n'arrivent pas à être présents dans toutes les régions du pays. Et si donc, en démultipliant les forces grâce à un rassemblement, ils peuvent aller porter leur discours à toutes les strates de la population, dans tous les coins et recoins du pays, tant mieux. Ce sera une belle campagne qui permettra de faire diffuser des idées, mais pour ça, il faudrait déjà que les idées soient connues, qu'ils aient rédigé un programme, qu'ils aillent le présenter à la population, qu'ils en discutent avec elle et qu'éventuellement, ils remportent l'adhésion de ces populations-là. Pour l'instant, il n'y a rien de tel qui permet de dire qu'il y a un discours tout prêt pour aller discuter avec la population et qu'il y a une démarche qui consistera à répartir les tâches entre les partis qui accepteront d'adhérer au sein de cette dynamique-là pour éventuellement obtenir la victoire aux législatives et aux locales lors des prochaines élections. Et je crois qu'il faut également, au-delà de cette échéance politique qui est très courte, il faudrait envisager la possibilité aussi de faire que les élections ne soient pas le seul grand rendez-vous entre les hommes politiques et leur population. Il faut qu'on arrive aujourd'hui à avoir une activité politique continue qui est celle d'aller régulièrement auprès des populations, faire qu'elles soient intéressées par la vie politique, afin que quand une élection arrive, on n'ait pas les taux d'abstention records que nous avons aujourd'hui, parce que les gens commencent à se lasser de la politique parce qu'elles ne voient pas l'intérêt qu'il y a d'en faire. Il n'y a pas de rêve. Il n'y a même pas le rêve d'alternance, il n'y a pas le rêve d'avoir un projet de société différent. Et donc, pourquoi on ira voter pour un ou pour l'autre si on n'a aucun changement en vue, si on n'a aucun espoir qui sera satisfait à terme avec ce choix-là? Donc, je crois qu'il y a cette nécessité pour le rassemblement de faire le job déjà de réflexion, et puis celui du partage avec les populations sur le terrain. Le job de réflexion, il y aura également le job du parti au pouvoir. Adam, face à cet appel, quelle sera la réaction? Quelle sera également la position du parti au pouvoir à Brazzaville? Non, le parti au pouvoir, le parti de Denis Sassou Nguesso, il est stable. Le parti n'en a aucun souci. Et lorsqu'on parle de maillage territorial, c'est un parti qui est implanté partout dans le pays. Nous avons des leaders partout, des leaders qui incarnent l'idéologie de ce parti politique-là. Donc, de toutes les façons, parce qu'on a le pouvoir. Oui, bon, quelque part, mais la stratégie politique aussi compte. C'est vrai qu'il y a des gens qui sont au pouvoir. Nous avons parlé tout à l'heure de Haïti. C'est vrai, des gens il était au pouvoir, mais n'a pas véritablement donc une vraie assise politique dans le pays. Et dans la stratégie que vous incarnez au niveau du politique, de votre parti politique, c'est ça qui fait même la force du parti politique. Et je pense qu'en cela, ce regroupement-là sera très bien entendu dans la mesure où je le compare avec ce que nous avons connu au niveau de la Côte d'Ivoire, qui a donné un bel exemple en ce qui concerne dans les législatives et qui lui a permis d'engranger assez donc de sièges s'ils étaient donc allés avec cette manière assez disparate. Donc ce qui compte pour moi naturellement, c'est de faire en sorte de garder donc le fil avec la population, tout en ayant donc à l'idée que cette population a quand même des réclamations, il a quand même des choses à faire valoir et que ces partis politiques-là devaient donc mettre dans leur agenda. Ce que nous ne constatons pas d'habitude, c'est pourquoi je parlais donc de ce désenchantement donc lié à la politique et lié au fait que quelque part, lorsqu'en face, de toutes les façons, on ne peut pas dire que nous sommes... c'est vrai que le parti de Denis Sassou Nguesso a gagné les élections, etc., que ce soit législatif, etc. Mais au même moment, nous avons des opinions divergentes qui ne se retrouvent pas dans la manière dont le pays est gouverné. Et je pense que cet aspect de la chose, c'est cet aspect de la chose que devait porter donc l'opposition. Mais lorsque l'opposition va donc en rang dispersé, de toutes les façons, on ne pourra pas, disons, regrouper ces opinions-là, pouvoir réellement voir de quoi il est question, de pouvoir donc l'implémenter sur les actions politiques. Donc c'est en cela que je dis que ce regroupement déjà, c'est déjà une très bonne chose, puisque entre-temps, chacun, en ce qui le concerne,
peut peut-être faire prévaloir un certain nombre d'arguments disant que voilà, il veut être donc leader. Or, en l'état actuel des choses, il est très difficile qu'un parti politique puisse donc naître du jour au lendemain et porter donc ce leadership-là incarné par la globalité donc des partis politiques de l'opposition. Donc c'est déjà une bonne chose, mais derrière, je pense que le programme est très important et ce programme-là doit prendre en compte les aspirations de la population, qu'elle soit minoritaire, en ce qui concerne dans son idéologie et son appréhension de la politique du pays. C'est déjà une opinion qui peut être une opinion assez porteuse. Lui, Magloire Kemayo, depuis le trépas de Guy Brice Parfait Kolela, l'opposition visiblement manque de porte-voix. Clotaire Moussa, par cet appel, comment vous le voyez? La nature a horreur du vide. Et quand il y a un vide, il est toujours très vite comblé. Il y a Mathiason également. Mathiason, oui. C'est lui que j'allais citer. J'ai parlé de Martin. Mathiason. Oui, voilà. Qui reste une voix très importante sur la scène nationale congolaise. Mais par-dessus tout, je crois que c'est pas une bataille d'hommes. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est arriver à réconcilier les populations avec la politique. Que les gens comprennent que la politique, c'est la gestion des affaires de la cité. Et il n'y a pas de domaine réservé dans les affaires de la cité. Tout est urgent pour les populations. Ouais. Aujourd'hui, elles ont besoin que l'État prenne en charge leur détresse, leurs espoirs, leurs rêves. Si aucun politicien ne leur donne l'impression de s'intéresser à ces choses-là qui peuvent sembler terre à terre banales, comme le coût de la vie, comme la capacité à se faire soigner, envoyer ses enfants à l'école en étant serein, si les politiciens ne le font pas, le divorce va se prolonger. Il sera prononcé et cela se verra par la sanction aux élections. C'est qu'il y aura peu de gens qui iront. Et si jamais les gens ne s'intéressent pas, ne vont pas aux élections, c'est une minorité qui désigne, avec ou sans fraude, le président, les députés et les élus locaux qui vont avec. Oui, compris même que le président, il a été élu avec une voix minoritaire, etc. Là, sa légitimité est entachée de toutes les façons. Il est élu. Voilà. Allez, on passe au Togo. Bonne note en matière de transparence budgétaire. Le département d'État américain a rendu public le 25 juin dernier le rapport 2021 sur la transparence budgétaire. Le niveau de transparence fiscale de 141 pays cibles a été analysé sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2020. Dans ce rapport réalisé en consultation avec les gouvernements, les organisations de la société civile et les organisations non gouvernementales internationales, 74 gouvernements ont satisfait aux critères de transparence de base. 17 des 67 gouvernements ne répondant pas aux exigences minimales ont réalisé des progrès importants et parmi eux le Togo, votre pays, Adam Adjaranou. C'est une bonne nouvelle. Oui, une très bonne nouvelle qui n'étonne pas. De toutes les façons, lorsque nous prenons aujourd'hui, disons, les prévisions et que vous voyez réellement, vous regardez un peu les notes du pays, je pense que ça n'étonne pas. Et cette planification est due au fait qu'il y a donc une sorte d'ingéniosité sur la marque imprimée sur la gouvernance du pays. Moi, je le disais il n'y a pas très longtemps avec quelqu'un qui était un étranger, qui était donc chez nous au pays, que le Togo est l'un des rares pays où vous ne verrez jamais un ministre avoir, par exemple, un compte à l'étranger. C'est impossible, on n'en parle pas assez, mais ce n'est pas possible. C'est pas possible. À l'état actuel des choses, c'est très difficile. Mais peut-être qu'on peut en avoir ici. Mais naturellement, et ça, c'est de bonne guerre. Mais ailleurs, sauf que c'est vrai que ces aspects-là, nous ne les ressortirons pas assez, qui font que les gens ont tendance à dire que voilà, c'est parce que tel sujet est sorti dans la presse qu'on parle la plupart du temps de l'impunité, etc. C'est justement parce qu'il n'y a pas de matière à pouvoir naturellement donc inculper ces gens de personnes qu'on estime que voilà, nous sommes donc dans une sorte d'impunité. C'est vrai, moi je me rappelle, lorsque nous prenons ces instruments-là qui sont mis en place, ça a été donc des réclamations de la société civile et de la classe de l'opposition qui estimaient que naturellement donc il y avait cette impunité que le chef de l'État a pris sur lui. Nous avons donc appelé ça qui a été créé et il a annoncé également, compte tenu du fait qu'il a senti que voilà, après ça avait dit qu'il y a des dossiers qui ont abouti et qu'on n'a pas pris en compte pour sanctionner ceux qui devaient l'être. Le chef de l'État, lors de la campagne présidentielle, a parlé donc du brigade
donc une brigade allant toujours dans le sens de l'anticorruption qui va être créée, en adéquation donc avec APLUSA qui a été créé. Donc je pense que tout ce panoplie-là, mis ensemble, font qu'aujourd'hui le Togo a de bonnes notes en matière de gestion. Et vous allez le constater, nous sommes l'un des rares pays où vous prenez l'Assemblée nationale qui convoque naturellement sur un certain nombre d'aspects. Et nous avons vu, même en matière de gouvernance, où certaines sociétés civiles ou carrément l'opposition crient sur la gouvernance d'un certain nombre de ministres ou l'Assemblée nationale, sous la coupole de Yawa Tchegan, les interpelle pour qu'ils viennent donc éclairer l'opinion sur cette situation qui prouvait dans le pays. Et là, c'est pourquoi je faisais tout à l'heure allusion avec ce que nous connaissons au niveau du Congo-Brazzaville, en disant qu'en face, si nous n'avons pas une société civile bien organisée qui puisse mettre donc les préoccupations de la population en face, il est très difficile que nous ayons en face dans le pouvoir qui puisse donc s'inquiéter. Donc ici au Togo, tous ces tensionnaires-là font que nous sortons assez gagnants, nous avons de bonnes notes, mais il nous appartient réellement de relever tout ce qui a concouru à ce que nous ayons dans ces bonnes notes-là, ce que nous ne faisons pas assez, et que moi, j'invite naturellement que, au lieu de parler seulement de ces bonnes notes-là, derrière, c'est tout un travail qui a été fait, et nous avons dans la classe de bons élèves, des mauvais élèves, mais tous mis ensemble, je pense que cette bonne note-là vient du fait que les planifications politiques ont porté fruit. Lui, Magloire Kemayo, quels que soient les pamphlets qui sont jetés au gouvernement en place, je pense que cette bonne note prouve à suffisance le travail qui est fait au Togo. Oui, c'est toujours une bonne chose de recevoir de bonnes nouvelles. Quand on réussit un examen, on ne s'énerve pas, on est plutôt content et on est motivé pour faire mieux. J'espère que le Togo fera mieux dans les prochaines années. C'est la deuxième fois que le Togo est dans ce classement. C'est également la consécration d'un certain nombre d'efforts qui ont été menés. Parce que n'oublions pas la fin des années du président Gnassingbé Eyadema, qui ont été des années très difficiles. Puis il y a eu l'année de la conférence nationale et tous les embargos, les restrictions qui ont été posées sur le Togo. Le pays en sort avec des programmes stratégiques de réduction de la pauvreté et d'autres programmes qui ont permis aujourd'hui que le Togo soit non seulement l'une des rares économies d'Afrique de l'Ouest à être prête pour le lancement de l'ECO, parce que c'est le seul qui remplit aux critères de convergence qui ont été définis par les pays membres. C'est également le pays où il y a un budget citoyen, c'est-à-dire qu'il y a un travail qui est fait pour que le budget soit compris et vérifié par les citoyens. Les députés à l'Assemblée nationale travaillent également. Ils ont eu une séance dans laquelle ils apprenaient, ils amélioraient leurs compétences dans l'évaluation des budgets. Et tout cela est très important pour la vie économique du pays. La création également de l'OTR, l'Office togolais des recettes, qui a permis de faire une espèce de guichet unique, facilite également cette transparence financière-là. Et je crois que tous ces efforts sont récompensés et sont une invitation aussi pour que les efforts qui ont été engagés ne se relâchent pas, qu'ils aillent davantage dans le sens des intérêts des citoyens. Mais s'il y a juste une remarque que je dois faire, c'est que c'est un classement américain. Et il faudrait que de plus en plus, au niveau africain, au niveau togolais plus précisément, on arrive à trouver des critères d'évaluation qui fassent que la souveraineté n'en souffre pas. C'est-à-dire qu'on soit capable de dire que peut-être que notre analyse correspond à celle que vous avez menée, mais avant que vous meniez votre analyse, voici les résultats que nous avons récoltés et qui font que nous sommes fiers des progrès que nous avons accomplis. On ne doit pas rester dépendant, parce que si ce classement avait été par mégarde défavorable au Togo, que n'aurait-on pas entendu que vous n'avez rien à voir dans, il n'y a pas d'immixtion possible, restez à votre place, c'est le Togo et nous faisons ce que nous voulons. Donc je pense que au-delà des bons résultats, au-delà des appréciations que les partenaires peuvent avoir sur la vie économique, sur la transparence budgétaire, il est important que sur le plan national, on mette les outils qui permettent d'avoir ce même type d'évaluation en national et qui permettent d'évaluer le chemin parcouru de façon sereine. Je comprends très bien qu'il y a des rivalités politiques qui font que ce sera très difficile. De faire accepter les résultats d'une telle appréciation sur le plan national, mais il faut de plus en plus travailler dans ce sens-là. Adam, on peut dire que c'est peut-être une pure réussite, parce que si c'était un classement au niveau africain ou au niveau togolais, comme lui Magloire le disait tout à l'heure, on va dire que c'est un classement qui est en pointe
peut-être à des pressions, oui, à des manipulations. À des manipulations, oui, voilà le mot même. Oui, ce sont des questions qui reviennent la plupart du temps. Vous savez, le Togo n'a pas choisi. En fait, on le dit la plupart du temps, et on ne peut pas danser s'apprécier. Et tout à l'heure, je suis d'accord quand Mayo parlait du fait que nous ayons donc des mécanismes qui puissent nous permettre, peut-être des mécanismes internes ou sous-régionaux qui puissent nous permettre de pouvoir donc évaluer nos pays. C'est une bonne chose, mais c'est justement parce que nous voulons faire plus. Moi, j'ai l'habitude de le dire. Le Togo, moins que d'autres pays, mais également plus que d'autres pays, avance. Et c'est quand même de tracer, de faire donc sa mutation. Mais au même moment, c'est justement parce que nous voulons, ou le pays, nos autorités veulent naturellement mieux faire, qu'ils arrivent donc eux-mêmes à pouvoir donc adhérer donc à ces mécanismes d'évaluation. Nous avons dit, lorsque la semaine dernière, le Togo était à Genève, c'est le Togo même qui a accepté donc adhérer à ces mécanismes-là, puisque ce sont des mécanismes internationaux qui puissent donc permettre d'évaluer ce que le pays fait. Donc, même s'il y a des mécanismes internes d'évaluation, et comme je le dis, la plupart du temps, on a toujours l'impression de pouvoir parler parler de manipulation liée donc à ces cours-là. C'est justement pour éviter ce genre de choses ou carrément montrer cette bonne volonté de pouvoir toujours mieux faire, qu'on essaie naturellement, donc, où le gouvernement essaie naturellement de multiplier l'adhésion à ces mécanismes-là qui font qu'on peut naturellement comparer disons, les points mis en branle dans ces évaluations-là avec d'autres évaluations qui avaient donc été faites par le passé. Donc, tous ces aspects-là réunis font que si quelqu'un, peut-être, il est sceptique sur son appréciation de l'économie ou la manière dont le pays est gouverné, peut naturellement avoir moult mécanismes qui puissent donc coordonner, voir réellement lequel a plus marché que l'autre. Et ça, j'invite quand même que les gens puissent donc faire cet exercice-là et voir naturellement, faire dans la part des choses, voir si naturellement il y a manipulation ou pas. Voilà. Alors, le Magloire Kemayo, on va aller un peu en profondeur des efforts qui sont faits. Je sais que vous n'êtes pas un Togolais, vous êtes Camerounais, vous êtes Africain, vous êtes aussi attaché au Togo. Oui, voilà. Et d'ailleurs, vous avez écrit un livre tout récemment sur le Togo. Dans ce sens, le Togo a adopté en juin 2014 la loi portant code de transparence dans la gestion des finances publiques. Voilà, on peut souligner cela. Et en dehors de cela, d'autres efforts qui sont également faits par le gouvernement togolais. Oui, parce que la lutte contre la pauvreté reste quand même la colonne vertébrale de tout cela. C'est-à-dire qu'on ne peut pas forcément enrichir tout le monde, on ne peut pas donner de l'argent à tout le monde. En revanche, on peut aider les gens à sortir de la pauvreté. On peut les aider par différents mécanismes. Et l'une des façons de le faire, c'est de leur montrer comment leur argent est géré et donc, à partir de là, obtenir leur adhésion dans les efforts qui vont être faits. J'ai remarqué récemment avec l'augmentation des prix des péages, par exemple, que les gens avaient l'impression que l'État ne voulait pas qu'ils gagnent de l'argent ou qu'ils en perdent, ou plutôt faisait tout pour qu'ils en perdent. Non, il est important de voir à quel niveau les finances publiques se trouvent. Est-ce qu'on peut logiquement estimer que l'argent de l'État vient du ciel, il tombe du ciel et permet à tout le monde, comme dans la Bible, d'avoir la manne qui tombe du ciel, ou est-ce qu'on peut comprendre que c'est le travail de tout le monde, c'est l'effort de chacun qui permet à l'État d'être riche et donc de redistribuer la richesse nationale qui a été créée. Quand ce mécanisme-là est fait, je parlais du budget citoyen tout à l'heure, quand ce mécanisme-là est respecté, les gens comprennent pourquoi on leur en demande de plus et essayent de satisfaire à cette demande qui est celle de l'État, parce que l'État, c'est vous, c'est moi, y compris les étrangers, nous payons tous pour que l'État fonctionne. Et si l'État ne peut pas s'appuyer sur ces recettes-là, où va-t-il trouver de l'argent? Peut-être auprès des partenaires, mais c'est une dette qui doit être remboursée après. Donc, je pense qu'il est nécessaire pour le Togo de créer ce mécanisme de transparence pour les partenaires techniques et financiers à l'international, en bilatéral comme en multilatéral, mais s'appuyer également sur la confiance des citoyens pour qu'ils comprennent que l'effort qui leur est demandé n'est pas une punition, c'est un effort qui est fait dans le sens de l'intérêt national, dans le sens d'aider tout le monde. Les écrits qui portent quand même espoir, je vais vous lire cela, cette loi met l'accent sur la bonne gouvernance, le droit des citoyens d'accéder aux documents et aux informations légales, ainsi que sur l'obligation de répondre de l'exécution des tâches et responsabilités assignées et acceptées dans le cadre du mandat et des ressources fournies. C'est vrai que la bonne note est là, Adam, mais
les citoyens se posent également des questions sur des points un peu sombres. Oui, de toutes les façons, vous savez, il est très difficile. Et lorsque vous prenez même nos autorités, personne ne sait jamais jeter les feux. Ils ont dit quand même, ils essaient de faire des efforts, qu'il y a beaucoup à faire. Et les revendications des populations tiennent compte de cela. Et je pense que cela interroge tous les mécanismes et mis naturellement donc par ces populations. Et je rappelle à justice, c'est en cela que la présidente de l'Assemblée nationale, lors de la clôture de cette session annuelle, avait demandé aux députés d'aller rendre compte dans leurs localités respectives de ce qui est fait, de la gouvernance ou carrément de ces votes de loi, etc., le pourquoi c'est fait, etc., à leur population. Mais au moment, en lui disant, il lui dit, à demi-mot, de recueillir également dans les préoccupations de ces populations-là, qu'ils essaieront naturellement de mettre dans ces paniers-là. Vous savez, aujourd'hui, le Togo a un panier de success story assez lourd. Depuis un moment, c'est vrai que lorsque nous les prenons, nous constatons que lorsqu'on touche, que ce soit au niveau de l'économie, les droits des humains, etc., la population, en ce qui la concerne, c'est vrai que l'homme est un éternel insatisfait. Et comme le disait un écrivain de chez nous, l'homme trouve donc de l'intérêt dans l'instantané. À partir du moment où l'instantané n'est pas là, on a comme l'impression que rien ne bouge. Mais je pense que cet instantané-là ne peut pas quand même couvrir, disons, la population au même moment. Et donc, c'est un mécanisme qui suit son cours. Et je pense que c'est en cela, d'ailleurs, même que le Togo, aujourd'hui, fait des efforts en essayant d'attirer l'attention des investisseurs étrangers pour qu'ils viennent donc investir dans le pays. On a annoncé près de 35 000 emplois avec le PIA, qui aujourd'hui, je pense que est un projet d'espoir qui permettra naturellement donc à cette population-là ou à cette jeunesse-là de pouvoir donc trouver de l'emploi. Et naturellement, lorsqu'on parle donc de l'emploi, c'est naturellement donc impacter, disons, le pouvoir d'achat. Et lorsqu'on n'aime pas le pouvoir d'achat, je pense que, comme le disait tout à l'heure, que Mayo, cela permettra naturellement à la population de toujours contribuer davantage, puisque cette contribution-là émane naturellement de ce que nous donnons à l'État pour son fonctionnement. Et lorsqu'on demande davantage à la population et qu'on ne trouve pas des solutions immédiates à ce qui est lié donc à leurs préoccupations, naturellement donc à cette question de l'emploi qui revient pour la plupart du temps, où on dit voilà, il y a des gens qui végètent dans la misère, etc. Mais je pense que chaque jour que Dieu fait, il y en a qui trouvent toujours de l'emploi, puisque aujourd'hui nous avons à l'interne des mécanismes qui permettent donc de pouvoir l'évaluer. Nous avons des mécanismes d'insertion, d'emploi aidé, l'ANPE, nous avons l'ANPE et l'autre également, qui permettent quand même à la jeunesse de pouvoir donc faire prévaloir son désir de pouvoir donc accéder donc à ces emplois-là. Mais dans l'immédiat, on ne peut pas quand même prendre en compte, disons, carrément, donc, les préoccupations de toute la population. Mais chemin faisant, il y a des prévisions, il y a des pronostics qui se disent, on voit ce qui a été donc impacté. Et donc, je pense que tout ceci mis ensemble permet quand même au pays de pouvoir donc toujours alourdir son success historique, comme je venais de dire. Louis Magloire Kimayo, vous connaissez bien le Togo, ou presque le Togo. Avez-vous senti cette gestion efficace des finances publiques et la confiance surtout des marchés publics à la viabilité économique de ce pays? Oui, je pense que la confiance est là. Quand on regarde les évaluations, qu'il s'agisse de celles au sein de l'UEMOA, au sein de la CEDEAO, au niveau de la Banque africaine de développement, de la Banque ouest-africaine de développement et de tous les autres partenaires techniques et financiers, ce sont plutôt de bonnes nouvelles qui arrivent concernant le Togo. Mais il reste encore beaucoup à faire. Ouais, je vois le coût de la vie qui n'arrête pas de monter et les salaires n'ont pas beaucoup progressé. Je pense que de ce point de vue-là, il faut arriver aussi à prendre en compte les populations et leurs désirs qui sont non seulement de trouver un travail, mais de trouver un travail qui permet de vivre décemment. C'est peut-être le hic qu'il y a et il faudra que dans l'avenir, les bons résultats permettent aussi de combler ce vide-là qui est réel. Il y a la question des crimes financiers, le Petrol Gate qui a été relevé. Il faut que des sanctions tombent. Ce n'est pas quelque chose qui est une invention de l'esprit. Le rapport provenait des autorités gouvernementales, puis la presse s'en est saisie, et aujourd'hui on a l'impression qu'il ne se passe plus rien. Il faut qu'on sente que l'argent public est utilisé à bon escient, et quand une personne distrait cet argent public, elle doit être punie avec la plus... sans que la main du juge tremble. Donc c'est tout ça qui permet de rétablir la confiance au niveau des populations et que les gens comprennent que l'État travaille pour eux et que quand l'argent est récolté, il est utilisé
l'État est un bon père de famille qui gère l'argent correctement pour le bien-être de toutes les populations. Alors, Adam, lui, Magloire Kimayo a parlé de Petrol Gate, et c'est l'affaire Adiakli. On en a parlé ici longuement, vraiment. Est-ce que vous pensez que des efforts sont encore véritablement à faire? Puisque l'affaire-là, on n'entend plus rien. Non, vous savez, c'est quand même un autre débat, mais étant donné que nous parlons de l'économie, cela s'invite et c'est de bonne guerre. Vous savez, ce rapport-là qui a été donc produit par l'État togolais, entre guillemets, contesté également par après, puisqu'il faudrait quand même le faire remarquer. Et d'abord, et ça, moi, j'ai toujours l'habitude de saluer au passage le ministre Adédié, puisque aujourd'hui, les gens ont tendance à ne pas lui reconnaître dans ce mérite-là, puisque c'est sous son règne quand même que ce dossier est sorti. Et naturellement, parce qu'il a inquiété donc les intérêts des uns et des autres que ce dossier est sorti. Et lui, il a estimé qu'il faudrait naturellement que nous ayons des acteurs qui parlent le langage pétrolier. Puisque de toutes les façons, ceux qui ont fait donc ce rapport-là qui était contesté, et à justice d'ailleurs, même qui est contesté et contestable, pour la simple et bonne raison que le langage pétrolier n'est pas le langage courant de l'administration. Donc on ne peut pas naturellement donc prendre le personnel administratif qui a donc l'habitude de l'expertise administrative à venir donc parler le langage pétrolier. C'est en cela qu'il a estimé qu'il faudrait naturellement qu'on aille plus haut. N'oubliez pas également qu'il a été convoqué à l'Assemblée nationale. C'est vrai que la situation, c'était pas sur le sujet précisément, mais les députés lui ont posé la question concernant donc ce problème-là, et il a été clair et net. Il dit naturellement donc il faudrait que nous ayons des cabinets qui parlent le langage du pétrole, qui nous permettront naturellement de pouvoir voir clair dans ce dossier-là et donc de pousser. Ce n'est pas de toutes les façons, en fait, ce que les gens oublient, ce n'est pas quand même que l'information est sortie dans la presse qui a motivé Adédié à pouvoir réellement donc émettre l'idée de pouvoir naturellement voir clair dans ce dossier-là. Lui, il est venu, il a été nommé comme ministre et il essayait naturellement de comprendre le fonctionnement. C'est vrai, n'oubliez pas quand même que c'est un douanier qui sait naturellement donc lire les sommiers douaniers, etc. Il connaît naturellement un peu le domaine. Et naturellement, lorsqu'il y a donc des incohérences liées donc à un certain nombre de choses, donc il a jugé opportun quand même qu'on puisse avoir un cabinet qui puisse donc parler ce langage-là et produire naturellement un rapport qui départage entièrement tous les acteurs, naturellement liés au fait que nous avons des experts qui parlent naturellement ce langage au lieu de prendre le personnel administratif qui vient donc opérer sur un terrain assez spécialisé, un terrain assez sensible. Adam Adjronou, vous savez, s'il y a un nom à vous donner, je dirais naturellement. Voilà, vous adorez cela. Lui, Magloire Kimayo, dernier mot sur cette affaire, cette bonne note au Togo. Non, je pense que c'est toujours bien quand on fait des efforts d'être récompensé pour les efforts, d'être reconnu d'abord par rapport aux efforts qu'on a fait, ensuite d'être récompensé. Mais une fois qu'on a eu et la reconnaissance et les mérites liés à la reconnaissance, il ne faut pas dormir sur ses lauriers. Il faut continuer dans la lancée. C'est tout le mal que je souhaite au Togo, de continuer d'avoir de très bons résultats sur le plan économique et surtout sur le plan de la transparence financière. Lui, Magloire Kimayo, journaliste et écrivain, merci beaucoup à vous. C'est toujours un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Également un plaisir de vous avoir, Adam Adjronou, journaliste, directeur de publication de Vision d'Afrique. Merci beaucoup. Nos programmes se poursuivent. À très bientôt.